Oui. Le comité de surveillance OTAN a organisé cette conférence dans le but d'apporter d'autres éclairages que ceux de nos grands médias sur la guerre qui fait rage actuellement en Ukraine. La désinformation, les fake news, les demi-vérités déferlent également dans les journaux, la télé, sur les réseaux sociaux et dans toutes les institutions et les organisations politiques de notre pays. Nous espérons que la conférence de débat de ce soir contribuera à mieux comprendre les enjeux gigantesques de la guerre en Ukraine, qui, à nos yeux, est une guerre OTAN-Russie et qui risque de mener rapidement vers une troisième guerre mondiale. Ce qui engage tous les citoyens et citoyennes de notre pays qui luttent pour la paix, ici, en Europe et dans le monde, à prendre position, puisque la Belgique est membre de l'Alliance Atlantique depuis sa création en 1949 et que nous contribuons par l'augmentation des budgets militaires, par l'envoi d'armes, de fournitures militaires et de formateurs de l'armée ukrainienne à alimenter cette guerre. Bienvenue à tous ceux et celles qui sont venus si nombreux, que nous avons dû refuser des inscriptions. Et merci aussi aux orateurs Anne Morelli et Michel Colon pour avoir répondu à notre invitation et à Georges Sprit pour avoir accepté la difficile tâche de modérateur dans ce débat. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Je suis Georges Sprit et je vais être le facilitateur d'aujourd'hui. J'ai à côté de moi Anne Morelli, que vous connaissez probablement tous. Elle est professeure à l'ULB honoraire en histoire contemporaine. Et j'ai lu qu'elle a eu récemment, ou quand même, un prix de femme de paix du Sénat belge comme active dans les femmes pour la paix. Et probablement, vous connaissez tous son livre sur les principes élémentaires de la propagande de guerre. Et aujourd'hui, c'est surtout avec ce livre-là qu'on va travailler en fonction de l'actualité de l'Ukraine. À l'autre côté de la table, c'est Michel Colon. Michel Colon est journaliste depuis très longtemps sur la politique internationale. C'est un fin connaisseur de la géopolitique et il est le fondateur et le moteur, je pense, avec d'autres évidemment, de groupes Investigation qui produit des articles, des livres, qui fait des vidéocasts, etc. Et moi, je l'ai rencontré, je pense, il y a 25 années, certainement, avec la guerre en Yougoslavie et avec, entre autres, un peu plus tard, le livre Médias mensonges, poker menteur. Et puis aujourd'hui, la production continue avec ce groupe. Je ne sais pas si pour vous présenter vous-même, vous voulez ajouter quelque chose. Ben voilà, on va commencer alors. Donc, j'ai dit que je suis Georges Sprit, je suis un ancien du mouvement de paix en Flandre. Et donc, vous devez tolérer le langage d'un bruxellaire néerlandophone. Et donc, on va essayer de faire notre mieux. Voilà. Je voudrais commencer avec Anne et donc entrer dans le débat sur... c'est pas grave. Et voir comment une guerre, la première chose qui change avec la première victime de la guerre, c'est la vérité. C'est un dit-on bien connu.
Et je voudrais demander à Anne comment elle voit les principes qu'elle a énumérés et qu'elle a étudiés et développés dans son livre. Quels principes sont, disons, appliqués de la manière la plus évidente dans cette guerre? Eh bien oui, effectivement, j'ai donné pendant de nombreuses années le cours de critique historique où il y avait une partie sur la propagande de guerre et je reçois beaucoup de messages d'anciens étudiants qui me disent « Madame, vous avez vu, à la télé, c'était vraiment le principe numéro 6 ou le principe numéro 4. » Bon, eux, ils ont dû les étudier par cœur, donc ils s'en souviennent. Mais c'est évident qu'on a un décalque parfait aujourd'hui de ces principes classiques. Alors, on ne va pas tous les énumérer, mais disons que peut-être celui qui aujourd'hui me vient d'abord à l'esprit, c'est le principe numéro 3, c'est-à-dire ils ont à leur tête un monstre. Alors, toute la propagande est une propagande binaire, naturellement, avec d'un côté nous et de l'autre côté eux. Et nous, c'est les bons, eux, c'est les mauvais. Et lorsque on cherche à appliquer ce principe, eh bien, eux, ils ont évidemment un monstre à leur tête. Alors, historiquement, on a ça pendant tout le XXe siècle et même avant, mais disons certainement à partir de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, chez nous, par exemple, le méchant, c'est le Kaiser. Et ce Kaiser, on le présente comme étant un monstre qui a mis personnellement le feu à la bibliothèque de l'université de Louvain ou qui a mis le feu à des cathédrales en France, etc. Mais ce monstre, ce qui est curieux, c'est que avant la guerre, il était très aimé des médias. On a des textes incroyables où on dit qu'il a les mêmes intérêts pour son peuple que nous, etc. Au moment de la guerre, ça change. Et puis, à la fin de la guerre de 14, dans le fond, qu'est-ce qu'il est devenu, ce monstre? Eh bien, ce n'est pas qu'on a été le pendre, qu'on lui a fait un procès. Non, on lui a permis de passer la fin de ses jours dans un exil très lointain, très exotique, la Hollande. Bon. Donc, il y a des monstres que je dirais par intérim. Et on voit que dans toute l'histoire du XXe siècle, il y a des monstres par intérim. C'est, par exemple, Kadhafi, il est un monstre, puis il devient un très bon interlocuteur. Il arrive à Paris, paraît-il, avec des valises bien remplies. Et puis, on va le tuer comme un chien. Et puis, ce sera la même chose avec Milosevic. Il est monstrueux, il est un interlocuteur valable. Et Saddam Hussein aussi. Il est notre principale barrière contre l'intégrisme. Il est le fer de lance de la laïcité. Et puis, il devient notre ennemi. Et donc, on a ici exactement la même chose. On a exactement la même chose. Je projette volontiers une illustration de l'été 21, c'est pas il y a tellement longtemps, où on voit Madame Merkel toute rougissante qui reçoit un bouquet de fleurs de Poutine et elle en est toute émue. Bon, ça c'est en été 21 et puis en février 22, voilà que c'est le monstre par excellence, etc. Donc ça c'est quelque chose qui me semble très intéressant parce que on persuade les gens qu'on ne fait pas la guerre contre les Russes, contre la Russie, mais on fait la guerre contre Poutine. Et alors, naturellement, personne n'ose prendre la défense de cette cause. Et on nous ajoute, oui, mais en plus, son régime est odieux, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le disait pas il y a quelques années, où effectivement, je pense que ce régime n'a rien d'enviable, mais c'est vraiment le personnage contre lequel on cristallise toute la guerre. Et l'autre principe qui me semble très présent dans la propagande actuelle, c'est le principe numéro 5. Eux, ils font des atrocités, nous, tout au plus, une bavure. Ça peut arriver.
hein, qu'on fasse une bavure. Mais les atrocités, c'est eux. Et en fait, on se rend compte que, et là aussi, c'est depuis la guerre de 14 au moins, on gomme toutes les atrocités de notre camp pour ne retenir que celles de l'autre camp. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il y en a aujourd'hui dans notre camp? Il faut lire ce que le rapport d'Amnesty, par exemple, qui a relevé qu'il y avait des traitements inhumains, des assassinats de prisonniers russes de la part des Ukrainiens. Mais on a peu parlé de ça parce que ça n'entre pas dans le discours qui est le discours « eux font des atrocités et nous pas ». Nous, on a des soldats qui sont des soldats humanitaires, des soldats qui sont aimés de la population. Bon, il faut voir, évidemment, chaque époque a redit ces principes-là, mais ce n'est évidemment pas le cas. Et les atrocités, moi je crois qu'il y en a toujours des deux côtés. Plus ou moins, non, il peut y avoir davantage d'un côté que de l'autre, mais même pour la Première Guerre mondiale et même pour la Seconde Guerre mondiale, le bombardement de Dresde, c'est pas de la rigolade, c'était de la population civile réfugiée à Dresde, venue de différentes régions. Le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, c'est pas de la rigolade. Et de même, en Yougoslavie, en Irak, dans toutes les guerres que nous avons menées, entre guillemets, il y a des atrocités, bien sûr, et pas simplement des bavures. Donc je crois que ces principes sont de parfaite actualité et méritent vraiment d'être étudiés chaque fois pour chaque cas aujourd'hui. Ok, merci Anne pour cette bonne introduction. Mon deuxième petit sujet s'adresse à Michel. Cela va faire 1 an que la guerre a commencé avec l'invasion des troupes russes en Ukraine. Mais d'où elle vient cette guerre? Est-ce qu'elle est simplement tombée du ciel? Est-ce que Poutine est devenu fou tout d'un coup? C'est quoi les origines de cette guerre? Alors c'est vrai que c'est un phénomène auquel on assiste chaque fois, malheureusement, dans les médias occidentaux, les médias dominants. C'est que tout d'un coup, il y a un événement qui survient et il y a en fait une amnésie sur tout ce qui s'est passé avant. On a juste une photo de maintenant, 24 février, Poutine envahit. Pourquoi? On ne sait pas. On a plusieurs explications. Il est malade, il est psychopathe, il a une soif de pouvoir, il veut envahir les autres pays voisins, il veut reconstituer l'Union soviétique, il va menacer l'Europe. Enfin, on a toute une série d'explications. On a même des psychologues, des psychiatres qui viennent et qui font un diagnostic à distance, ce qui est très sérieux au point de vue déontologique. Et en fait, tous ces événements, mais les autres aussi, les guerres précédentes aussi, sont inexplicables, tout simplement parce que il y a une amnésie, il y a une occultation de l'histoire, y compris de l'histoire récente, pour, en réalité, un conflit qui était annoncé depuis longtemps et qui était voulu par les États-Unis. Ce n'est pas une guerre Russie-Ukraine, c'est une guerre États-Unis-Russie, avec l'Europe malheureusement en petit chien des États-Unis, comme d'habitude. Et cette guerre a vraiment été annoncée. Ceux qui ont un peu suivi les travaux que je fais depuis, genre, c'est pas 20 ans, c'est 30 ans malheureusement. Hein? Tu étais tout petit alors. Tu étais tout petit. Merci. Savent que j'ai l'habitude de citer un des pires salopards des États-Unis, Zbigniew Brzezinski, qui avait expliqué tout ce qui se passe maintenant. Il avait écrit un livre de Grand Chessboard, le grand échiquier, comment les États-Unis doivent contrôler le monde, et il y avait vraiment toutes les recettes, tous les ingrédients de la recette. Il faut contrôler l'Europe, il faut diviser l'Europe en jouant Paris contre Berlin, il faut surtout empêcher que l'Allemagne et la Russie soient des partenaires, ce qui, quand vous regardez une carte géographique, saute aux yeux.
c'est normal que l'industrie allemande cherche là des marchés, c'est normal qu'elle bénéficie du gaz naturel. Et ça, c'est le problème parce que Brzezinski avait dit dans ce bouquin, le continent où l'avenir du monde va se jouer, c'est l'Eurasie. Parce qu'il voyait bien déjà que le poids de l'économie mondiale se déplaçait vers l'Asie, la Chine, l'Inde, une énorme croissance économique, ça n'a fait que se confirmer. Et il disait, le problème des États-Unis, c'est que ça se joue en Eurasie, Europe-Asie, mais les États-Unis sont loin. Et donc, c'est un handicap pour eux. Alors, qu'est-ce qu'il a proposé dans ce livre? Il était à la retraite, donc il parlait un peu plus brutalement que s'il avait été en fonction. Il a dit, voilà, il faut diviser les vassaux c'est nous, la France et l'Allemagne, il faut affaiblir la Russie, même la diviser en 3. Bien entendu, le pétrole et le gaz n'auraient pas été dans la même région que Moscou, ça c'est normal, ils auraient été beaucoup plus faciles à contrôler pour les multinationales des États-Unis. Et puis, il voyait déjà un peu le risque d'un axe Moscou-Pékin et le risque d'une résistance. Et donc, Brzezinski a annoncé exactement ce qui allait se passer. Il a écrit dans ce livre que je citais dans Monopoly, Le temps à la conquête du monde, il a écrit l'Ukraine est la clé pour contrôler l'Eurasie. Nous devons, nous États-Unis, former un axe Paris, Berlin, Varsovie, Kiev. Et il faisait même une carte, assez moche d'ailleurs, où il faisait un genre de forme pour montrer à quoi il pensait. Et il disait, sans l'Ukraine, la Russie n'est plus du tout une puissance importante et elle cesse d'être un empire. Il voulait dire surtout, elle cesse d'avoir la capacité de nous résister. Donc l'idée, après avoir détruit et fragmenté l'Union soviétique, on a vu des résultats catastrophiques sur le plan économique, social, financier, même la mortalité, etc. Il faut maintenant diviser et fragmenter la Russie et il faut empêcher une alliance Russie-Biélorussie-Ukraine. Et il a même donné la date. Il a dit que ça devrait se situer vers 2005-2010. Et à 2004, on a une tentative de coup d'État à Kiev avec la révolution dite orange, qui était un truc plutôt soft organisé par les États-Unis, comme ils ont réussi en Yougoslavie et dans d'autres pays. Mais ça a échoué. Et donc, on est passé à la phase 2, Maïdan 2014, c'est simplement la vengeance par rapport à 2004 et à la révolution orange qui a échoué. Et donc, Brzezinski avait annoncé tout ça. D'autres stratèges des États-Unis après lui ont aussi annoncé ou reconnu que les États-Unis étaient derrière le coup. Mais en fait, un bonhomme très très important qu'on a... Oui, mes lunettes viennent de rendre l'âme dans la voiture, désolé. Un autre stratège des États-Unis très très important, c'est George Friedman, qui dirige Stratfor. Il y a des milliers de chercheurs, de scientifiques, etc. Donc c'est le bureau d'études en quelque sorte du Pentagone, de la Maison-Blanche et des grandes entreprises. Et George Friedman disait, ce que nous devons faire, c'est tenir en laisse l'Allemagne et l'Europe. Et donc, ça, dans la Rand Corporation, qui est un autre plus important encore bureau d'études que Stratfor, dans la Rand Corporation, tout ce qui se passe maintenant est annoncé dans un rapport en 2019. En 2019, ils ont publié un rapport qui s'appelle Overextending Russia and Destabilizing, carrément, et ils donnent toute une série de choses qu'il faudrait faire pour affaiblir la Russie. Mais c'est très violent. C'est des mesures de sabotage économique, c'est des mesures de campagne soit de diabolisation, c'est des petits affrontements militaires pour l'obliger à intervenir, c'est le soutien à des révolutions colorées, etc. Il y a 47 mesures qui, en 2019, sont indiquées pour affaiblir la Russie. Et clairement, quand il y a un conflit quelque part, la Rand n'est pas en train de dire voilà ce qui pourrait le calmer, voilà qu'on pourra négocier, etc. Au contraire, ils disent voilà comment on peut l'exacerber. Il faut vraiment lire les documents des salauds parce que ce qui est fascinant, c'est que tout ce que je vous dis là, Brzezinski, Friedman, la Rand Corporation, c'est totalement absent des médias qui sont là, paraît-il, pour nous informer.
On ne trouvera jamais les textes que je viens de vous dire sur la RTBF, sur RTL, sur Le Soir, sur la Livre, etc. Jamais. C'est vraiment curieux parce qu'aux États-Unis même, ça n'est pas secret, on peut le dire, mais nous, ici en Europe, si j'ose dire, excuse-moi, on doit être plus catholique que le pape et on doit être encore plus aveugle devant ce que les États-Unis veulent. Alors qu'aux États-Unis, il y a des débats. Cette guerre-là en Ukraine, c'est une bonne chose, il faut qu'elle dure longtemps, il faut qu'on affaiblisse la Russie, il faut qu'on isole la Russie du reste du monde. C'est vraiment, aux États-Unis, c'est dit beaucoup plus franchement. Et donc, on ne peut même pas citer chez nous ce qui se dit aux États-Unis. Je vais vous donner 2 exemples de censure très nette sur les objectifs. C'est Kissinger. Vous voyez que je me spécialise ce soir dans les citations de salopard. Mais Kissinger est un type très intelligent et très intéressant. Et qu'est-ce qu'il a dit pas dans une petite entrevue à 3 personnes dans son cabinet, il a dit à Davos, le gratin de l'élite mondiale, à Davos, il a dit l'Ukraine quand même, ils y vont trop fort, ils devraient négocier, ils devraient être prêts à céder des territoires et il expliquait d'ailleurs que l'histoire de l'Ukraine n'était pas du tout celle qu'on nous présente ici et que le fait que le Donbass et que la Crimée particulièrement se trouvait en Ukraine était vraiment une bizarrerie de l'histoire et de Khrouchtchev en particulier. Et donc, Kissinger disait il faut négocier, il faut éviter un conflit mondial. Et il a dit ça à Davos, donc pas n'importe où. Je l'ai trouvé un petit peu dans une vidéo et repris aux États-Unis. Et en Europe, silence sur Kissinger, qui est quand même un des stratèges reconnus pour être un des types les plus intelligents pour expliquer ce qui se passe. Une autre personnalité plus positive, excuse-moi Anne, c'est le pape François. Ah oui, je l'aime bien. Je l'aime bien. Voilà. Je l'aime bien. Le pape François, il a dit des choses très intéressantes. Il a donné une interview à un journal italien qui est habitué à publier ses confidences. Et il a dit, ce que Poutine fait là, c'est pas bien, l'invasion de la Russie, les souffrances, il faut arrêter la guerre, je lui ai écrit, il n'a pas encore accepté de me recevoir, mais il doit arrêter. Bien. Et après, il dit, mais je réfléchis quand même à ce qui se passe. Et je constate une chose, et je me demande, disait-il très diplomatiquement, si les aboiements de l'OTAN aux portes de Moscou ne sont pas pour quelque chose dans la mauvaise réaction de Poutine. Quand même génial. Oui, oui. C'est quand même, moi qui ai eu l'éducation catholique pure et dure des jésuites ici un peu plus loin, je n'avais jamais imaginé que j'allais une fois citer positivement un pape, mais il faut. Et ce qui est étonnant, vous allez dire, au moins il aura été cité dans la Libre, qui était il n'y a pas si longtemps, la Libre Belgique, super catho. Ben non, là le pape, il est censuré aussi. Donc on se retrouve en très très bonne compagnie, mais il a dit des choses très... Et alors, il a dit encore une chose qui est un blasphème, clairement. Il a dit, il y a des intérêts dans cette guerre, et une chose qui doit être arrêtée tout de suite, c'est le commerce des armes, qui est un crime. Il a employé ces mots-là littéralement. Vous l'avez trouvé ça? Vous l'avez entendu ça dans vos médias ici? Rien. Donc, voilà, je suis en train d'étudier, en fait, tout ça. Je vais m'arrêter, pardon. Je suis en train d'étudier tout ça de près et je vous lance un appel aussi parce que avec l'équipe d'Investigation, on a formé un collectif Test Média International. On en a vraiment marre de voir que tout ce que dit Anne depuis des années ne sert à rien, que tout ce que moi je dis, ça ne sert à rien, et que les médias recommencent chaque fois les mêmes principes de diabolisation, la même occultation des intérêts économiques, la même occultation d'histoire, les mêmes méthodes, etc. Donc, on a préparé, et il est prêt dans un mois, Ukraine, la guerre des images, qui va vous montrer toutes les images par lesquelles on a diabolisé Boutcha, la maternité, on a été interrogé des témoins, on a fait une enquête, on essaie de distinguer le vrai du faux, et je vous prie de croire que c'est vraiment les armes de destruction massive, ça recommence en plusieurs épisodes avec toute une série de thèmes, et ça commence vraiment à bien faire. Donc, je vais demander à tous ceux qui sont venus ici de s'inscrire pour recevoir la newsletter d'investigation ou au stand de livres qu'on a dû improviser ici, mais il y en a un en haut aussi, pour venir vous inscrire pour recevoir le bouquin, parce que on a besoin de vous. Si Anne et moi, on continue à faire comme ça des conférences de temps en temps à des gens qui sont
assez convaincu ou assez intéressé, ben ça sert à rien. Ça ne servira que si chacun d'entre vous... Micro. les- Non, ça va. Si chacun d'entre vous prend les instruments pour se former et expliquer autour de soi, avec des exemples concrets, parce que c'est comme ça qu'on convainc, comment on nous a menti de nouveau, comment on nous a manipulé de nouveau, et comment, c'est une chose très importante, mais on pourra y revenir, comment en fait les journaux qui nous mentent prolongent la guerre, sont en train de prolonger la guerre et la souffrance des Ukrainiens et la souffrance de tout le monde, et un trou énorme dans le portefeuille parce qu'on doit payer des F-35 qui ne fonctionnent pas et qui ne serviront à rien. Et s'ils fonctionnent, ils vont aggraver les dégâts, ils vont aggraver tous les problèmes. Et on doit payer pour enrichir une poignée de fabricants d'armes au lieu de mettre cet argent dans les hôpitaux, les écoles et tout ce dont on a besoin ici. Moi, je peux ajouter deux petites choses. D'une part, il y a le mot l'attaque russe. On voit ça tout le temps et tout le monde emploie ce mot. Mais Machiavel, au XVe, XVIe siècle, avait déjà expliqué que celui qui sort le premier l'épée n'est pas forcément celui qui déclenche le conflit. Il a pu être contraint à finalement sortir son épée du fourreau. Et je crois qu'il faut réfléchir à ça quand on entend, hein, il y a eu une attaque, on a commencé, etc. Qui a commencé? Et c'est vrai aussi pour la Première Guerre mondiale ou pour d'autres, ce n'est pas quelqu'un qui a tous les torts et l'autre qui est absolument... Les Anglais avaient failli lancer la guerre mondiale contre la France. Hein. Oui. Ils en voulaient tous. Hein. Et la deuxième chose, c'est que le pape François, à moi aussi, il me plaît. C'est-à-dire qu'il ose dire des choses que personne n'ose dire. Quand on lui dit « venez à Kiev », il a dit « ah non, j'irai à Kiev quand j'aurai déjà été à Moscou ». Ça n'est pas banal. Il a employé le mot, effectivement, que l'OTAN aboyait aux portes de la Russie et que ça avait fortement indisposé les Russes, ce qui était aussi un terme audacieux. Il a parlé du petit chaperon rouge. Je ne sais pas si tu as vu cette citation. Il a dit, vous croyez encore toujours, vous, au petit chaperon rouge, le pauvre petit chaperon rouge qui est confronté au méchant loup. On va prier pour qu'il vive longtemps. Hein, ouais. Et il a dit récemment, à propos de la guerre nucléaire, eh bien, la seule possession des armes nucléaires est déjà un délit. La seule possession. Alors c'est étonnant, on a tous des catholiques dans tous les pays d'Europe, mais il n'y en a aucun qui écoute ce que dit le pape. C'est étonnant. Okay. Voilà ce que je voulais ajouter. Je voudrais un peu revenir sur le point que chacun accuse l'autre. On dit qu'on bombarde des cibles civiles du côté que les Russes le font, mais les Russes disent la même chose de Kiev qui bombarde, qui fait des bombardements des cibles civiles dans des villes de Donbass. Tous les deux ont dit que l'autre utilisait le site nucléaire pour les événements de guerre, etc. Et en même temps, de chaque côté, on en dit l'autre camp est à bout de force. Que tu peux commenter un peu? Oui, ce sont deux principes très classiques. Le premier, c'est que l'autre camp emploie des armes illégales. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, c'était les gaz asphyxiants, et puis c'était les sous-marins. Et on considère toujours que l'arme illégale, c'est celle que l'autre emploie et qu'on n'a peut-être pas dans son camp. Alors ici, les armes illégales, c'était selon les moments des armes biologiques, des armes chimiques, la centrale nucléaire qui met le monde en danger, etc. C'est un peu la même chose que ce que Trump accusait les Chinois. Ils avaient lancé le virus, il a dit combien de fois, le virus chinois, etc.
Donc, les autres, ils emploient des armes illégales, tandis que nous, on fait la guerre comme des chevaliers. Hein. On protège les femmes, les enfants. On retrouve ça chaque fois dans chaque guerre. On retrouve l'image du gentil soldat, c'est le nôtre, qui donne des tartines aux enfants, qui protège la population civile, tandis que l'autre, eh bien, il s'acharne évidemment contre les hôpitaux, contre les églises. Et c'est répétitif d'une manière vraiment ennuyeuse, je dirais, parce que on voit chaque fois exactement la même chose. Alors, tout va bien pour nous, tout va mal pour eux. Ça, c'est ce qu'on nous dit toujours. Je pourrais vous montrer une page du Soir de 1914. La guerre en Belgique commence le 4 août 1914. Et là, c'est 3 jours après l'invasion. Et ça va mal, naturellement, pour la pauvre armée belge confrontée à l'armée allemande. Mais on voit des articles qui disent « Encore une victoire belge ». Bon, alors si vous lisez ça, vous avez l'impression que l'Allemagne est au dernier, dans ses derniers retranchements et que tout va bien. Eh bien, aujourd'hui, on voit la même chose. Ça fait 1 an qu'on nous explique qu'on vole de victoire en victoire. Alors, depuis 1 an, on vole de victoire en victoire. On devrait avoir des résultats, alors. Mais ça fait partie de la propagande d'expliquer que, de l'autre côté, ils sont très démoralisés. On dit ça depuis le premier jour. Qu'ils ont plein de déserteurs. Alors, c'est curieux, il n'y a pas de déserteurs du côté ukrainien. Or, moi, je vois un rapport de Caritas Catholica qui dit on aide les déserteurs qui passent la nuit en Roumanie. Il y a des procès contre des objecteurs de conscience ukrainiens, etc. Ah ben tiens, c'est bizarre. Moi, quand je tape déserteurs ukrainiens, figurez-vous que je suis automatiquement ramené à des déserteurs russes. Alors, donc il y aurait un camp où tout le monde est enthousiaste et l'autre camp où, depuis le début, les gens n'y croient pas, ça va très mal se passer, il y a plein de prisonniers, ça aussi c'est un grand classique. Nous faisons plein de prisonniers, tandis que de l'autre côté, évidemment, ils n'ont pas fait de prisonniers. Et dans les armes illégales, je mettrai aussi la question des mercenaires. Chacun accuse l'autre d'employer des mercenaires. Mais nous, on n'emploie pas des mercenaires, nous, on a des volontaires. Hein. C'est tout à fait différent. Il y a une légion étrangère ukrainienne, et cette légion étrangère, elle est formée de gens qui adhèrent tellement à nos idéaux qu'ils viennent volontairement s'engager. Tandis que de l'autre côté, c'est affreux, c'est des mercenaires, des gens qui viennent pour de l'argent, c'est tout à fait autre chose. Mais non, c'est la même chose, évidemment, mais dans le système de la propagande binaire, on a des volontaires bienveillants de notre côté et d'horribles mercenaires de l'autre côté. Je ne pense pas que le bataillon Azov soit tellement sympathique, mais ça, je laisserai Michel raconter. Okay, merci Anne. Michel, je voudrais un peu reprendre un élément que vous avez déjà touché dans ton première intervention, c'est-à-dire 2014, le Maïdan. Je devrais un peu expliquer ce que c'est en détail, mais dans nos médias, ça a été présenté comme une révolte du peuple, une victoire de la démocratie. Et donc, en même temps, on sait ouvertement que les États-Unis avaient déjà à ce moment-là dépensé 5 milliards d'aide pour la promotion de la démocratie en Ukraine. Pourriez-vous un peu expliquer c'est quoi le Maïdan exactement, d'où ça vient parce que c'est souvent dit aussi que les événements de guerre ont commencé en 2014.
Oui. En fait, dans le bouquin, on analyse les événements précis du Maïdan. Vous savez qu'on a vu des images avec des gens tués, des bâtiments qui brûlent, et que ça a été présenté comme un soulèvement populaire avec le président Yanukovych tirant sur la foule et, à cause du scandale, étant obligé de démissionner. En réalité, d'abord, au niveau des faits, il y a eu des témoignages, notamment au Canada, des études systématiques de vidéos, des enquêtes auprès de témoins, y compris des médecins légistes à Kiev, etc., disant il y a des tués dans la police, il y a des tués dans les manifestants, mais bizarrement, ils ont été tués par les mêmes balles et le même calibre, et dans des positions très spéciales, c'est-à-dire que très souvent, les cartouches arrivent d'en haut. Et donc, l'enquête montre, il y a des témoins, il y a eu des choses filmées, que des snipers postés au 7e, 8e étage de bâtiments du centre de Kiev ont tiré en même temps sur la police et sur des manifestants défendant Yanukovych, et donc tirant sur les deux camps. Et il y a eu des enquêtes qui ont été directement bloquées. Il y a des médecins légistes qui ont fait pourtant des témoignages. Et ce scénario-là, c'est un scénario qui a déjà été appliqué en Lituanie dans les années 90 et qui a aussi été appliqué, souvenez-vous, à Caracas, lorsqu'il y a eu un coup d'État contre Chavez. On a dit Chavez a tiré sur la foule et donc indignation, et donc il est destitué, gouvernement transitoire, etc. etc. En réalité, l'étude avait été faite par des caméramans irlandais qui se trouvaient par hasard ce jour-là pour une interview dans le palais présidentiel. Puis il y a eu Maurice Lemoine du Diplo qui a fait une analyse là-dessus. Et des snipers ont tiré sur les deux camps dans lesquels il y avait des morts, Au des Venezuela, pro-Chavez et des manifestants anti-Chavez. Et il était impossible qu'ils se touchent entre eux parce que c'était des pistolets, il y avait 2 kilomètres de distance et il y avait des bâtiments entre les deux. Donc ils ne pouvaient avoir été tués que par en haut. Mais bien entendu, les médias occidentaux ont dit Chavez, dictateur, il est impopulaire, il tire sur les gens, et en avant, c'est passé. Donc ça c'est au niveau des événements, et en fait il faut savoir que Yanukovych était le président élu, d'ailleurs beaucoup avec les voix de l'Est et beaucoup avec les voix des russophones. Yanukovych était lui-même un oligarque corrompu et c'était pas un cadeau pour son peuple parce que après la chute de l'Union soviétique, il y a eu, comme en Russie, une privatisation style Far West où littéralement des gens sont venus avec des armes se saisir d'entreprises, parfois se battre entre eux pour savoir qui allait la prendre. Et on a eu comme ça Kolomoïski, Akhmatov et tous des gens qu'on analyse dans le bouquin, et Porochenko, qui vont jouer un rôle très très important. Et il y avait donc un grand mécontentement en Ukraine contre tous les oligarques. D'ailleurs, un appauvrissement terrible, une émigration énorme qui a déjà commencé grâce à la révolution pro-capitaliste d'avant. Et donc, Yanukovych était certainement, je ne dis pas un cadeau pour son peuple, en attendant, c'était le président élu. Et quand il y a eu des conflits, des affrontements, Berlin, Merkel et Paris, Hollande, surtout Merkel, voulaient que ça se calme en Ukraine, que ça ne dégénère pas. Et ils ont négocié un accord qu'il y allait y avoir des nouvelles élections. Yanukovych a accepté. Et donc, en attendant, il restait, on calmait le bazar et on faisait des élections. Mais ça a été flanqué par terre, il n'y a pas d'autre mot, par les États-Unis et notamment, et particulièrement par Victoria Nuland, qui joue un rôle important dans le nouveau gouvernement de Biden aussi, qui était la vice-ministre des Affaires étrangères. Voilà, elle était chargée de l'Ukraine et de la région. Et Victoria Nuland, on le sait parce que il y a eu une conversation avec l'ambassadeur des États-Unis à Kiev, qui a été interceptée par les Russes évidemment. Ils ont diffusé une vidéo, mais
L'authenticité n'a pas été niée. Et l'ambassadeur, se croyant au secret, lui dit, vous savez, les Européens ne sont pas très contents parce que nous, on met en avant des fascistes ici, il y en a beaucoup en Ukraine, et c'est vraiment des gens pas recommandables, et, je ne pense pas qu'ils doivent aller au gouvernement, et les Européens, quand même, voilà, il se plaint. Et Nuland lui répond avec la grande classe de la diplomatie des États-Unis, fuck the EU, c'est-à-dire, nous, on décide, et c'est Yatsenuk, l'appelle par son surnom, qui va être Premier ministre. Celui-là, il ne va pas être dedans, mais il va soutenir de l'extérieur, et celui-là aussi. Et donc, elle fixe les rôles, et effectivement, le bonhomme va devenir Premier ministre, et les autres vont suivre les fonctions. Et donc, on voit dans la déclaration de Nuland, et dans tous ses agissements, qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est contre l'Allemagne et contre l'Europe, comme je le disais, pour affaiblir, et elle veut au contraire amener l'extrême droite au pouvoir parce qu'il y a déjà un plan d'affaiblir la Russie et de la provoquer. Et aussi un plan de faire main basse sur le Donbass parce que c'est la partie riche et industrielle du pays. C'est là aussi, selon certains, qu'il y a des métaux rares. C'est pas loin de l'Ukraine, grenier à blé, plutôt dans le centre. Et donc, c'est une bataille aussi pour les richesses de l'Ukraine. Et les dès que le gouvernement va être renversé, les multinationales US, Cargill, DuPont, Monsanto, etc., vont foncer là-dessus, acheter des terres, prendre des parts dans des entreprises de l'agrobusiness. Et donc, on est dans une complète bataille entre oligarques qui vont ensuite se battre entre eux pour garder le pouvoir. Et donc, Maïdan est en fait un mythe. Bien entendu, il y avait des gens contre Yanukovych et bien entendu, il y avait des gens qui croient qu'avec l'Europe, ça ira mieux. Il faut demander si c'est vraiment le cas à la Grèce, à la Croatie, à tous les pays qui ont adhéré à l'Union européenne ces 30 dernières années. Mais il y a des gens qui le croient sincèrement. Et en fait, l'Ukraine est un pays divisé de par l'histoire, de par les influences et avec une forte polarisation. Et les États-Unis, les 5 milliards dont tu parlais, ont servi justement à polariser, à semer la haine, à favoriser les mouvements fascistes qui ont attaqué violemment le Donbass. Et je ne sais pas si on peut en parler maintenant ou plus tard, mais qui ont en fait se sont comportés vraiment en attaquant terriblement la population civile. Donc ça, c'est intéressant par rapport à ce que disait Anne. C'est un point que disait aussi Hermann Chomsky dans Fabriquer un consentement. Il y a les bonnes et les mauvaises victimes. Et donc, l'armée de Kiev, mais pas les simples soldats, les gens d'Azov et des autres bâtiments, bataillons, régiments, Haïdar et des choses comme ça, ont tiré sur les civils avec des snipers, ont bombardé régulièrement des centres-villes, des marchés. Et donc, d'après l'OSCE, qui est un observatoire plus ou moins indépendant, il y a eu 14 000 victimes à cause de la guerre déclenchée par Kiev contre le Donbass. Et donc, le Maïdan n'était pas du tout un mouvement démocratique parce que ce qui a suivi, c'est l'annulation de la règle qui reconnaissait qu'il y avait plusieurs langues officielles en Ukraine, l'ukrainien, le russe, le tatar, le turc et d'autres langues, et qu'il y avait un respect, qu'il y avait une autonomie culturelle, etc. Tout ça a été annulé de façon très violente et une persécution antidémocratique contre les populations de l'Est. Si je peux ajouter quelque chose à propos de cette Ukraine très démocratique, mais évidemment, comme tu viens de le dire, elle n'a aucun respect des minorités, hein, puisqu'il y a de grosses minorités à l'est de l'Ukraine qui sont russophones, mais on ne respecte pas leur langue, on ne respecte pas l'école, etc. Et puis, j'ajouterais aussi, par rapport à ce que tu as dit, qu'il y a quelques années, un rapport international considérait que l'Ukraine était parmi les pays les plus corrompus de l'Europe. Alors ça, on l'oublie aujourd'hui, évidemment. Et ce mépris, je dirais, des minorités, je pourrais le comparer pour quelque chose avec la Belgique. Il y a des régions en Ukraine où il y a 40% de russophones, comme d'ailleurs dans les pays baltes, et qu'on méprise complètement.
Ça pourrait être la question de la Belgique. La Belgique, il y a en gros 60% de flamands et 40% de francophones. Eh bien, disons que c'est la même chose si demain on disait ben, les francophones sont une minorité, c'est interdit de parler le français, c'est interdit d'aller à l'école en français, c'est interdit d'avoir des journaux en français. Eh bien, c'est la situation qu'il y a aujourd'hui en Ukraine, qui nous est vendue comme tellement démocratique, et on nous dit l'intégrité territoriale de l'Ukraine, c'est sacré. Alors c'est étonnant, l'intégrité territoriale de l'Ukraine, c'est sacré, mais celle de la Yougoslavie n'était pas sacrée, puisque là, on a reconnu tout de suite le Kosovo. Et puis, l'intégrité territoriale, Musk, qui n'est pas, je crois, un communiste, hein, il avait proposé des référendums locaux. Et il a été tout de suite critiqué de partout en disant « Mais comment vous pouvez imaginer de faire un référendum sous contrôle international au Donbass, etc. » Et donc, c'est exclu, bien entendu, de faire ce type de démocratie. Alors, tu as employé le mot oligarque. Moi, c'est un mot que j'essaie d'éviter parce que oligarque, j'en connais beaucoup. Pinault, Arnaud, tous ces gens-là, c'est vraiment la définition de l'oligarque, c'est-à-dire un gars qui s'est enrichi très rapidement et qui en utilise, par exemple, les médias. Hein, on a vu récemment que Paris Match est obligé de faire une couverture parce qu'il y a un oligarque qui aime bien le personnage qu'il veut mettre en valeur, etc. Et d'autre part, dernière chose par rapport à ton exposé, je pense comme toi qu'il y a de bonnes et de mauvaises victimes. C'est-à-dire qu'on est très ému par les réfugiés ukrainiens. Hein, ça, on les a entendus, ils sont nombreux. Et encore maintenant, on les voit tous les jours. Mais pendant des années, de 2014 jusqu'à 2022, il y a eu des milliers de réfugiés du Donbass, mais là, on regardait ailleurs, hein, on ne les a pas vus. Et donc, ils sont allés en Russie. Ben oui, il y avait pas, on n'avait pas la moindre idée de les accueillir, évidemment. Et d'autre part, ici aussi, il y a les bons et les mauvais réfugiés, bien entendu. Les bons réfugiés doivent être blancs, blonds, catholiques ou chrétiens en tout cas, tandis que si vous venez de l'Érythrée ou de l'Irak, là vous êtes des mauvais réfugiés. Donc il y a cette différence dans les victimes qui est très évidente. Dans les médias, on met en valeur certaines victimes et pas d'autres. Michel, sur la démocratie, très vite, il y a deux petits faits importants à ajouter. D'abord, le grand démocrate Zelensky a interdit 11 partis de gauche ou du centre qui ne sont pas d'accord avec lui. Ensuite, on a systématiquement tué des journalistes. Il existe d'ailleurs une kill list qui est organisée en Ukraine, qui indique les identités, les photos et les habitudes personnelles de tous les gens qu'il faut éliminer. Et il y a des journalistes qui ont été effectivement tués ensuite de ça. Et à ce moment-là, sur le site, apparaît éliminé avec une croix et un grand bravo. On a demandé, notamment des associations de journalistes ont demandé que ces sites soient supprimés. Impossible. Et dans le livre dont je vous parlais, on va publier un témoignage extrêmement émouvant d'un photoreporter français qui s'appelle William Roguelon. Et en 2014, il est allé dans le Donbass pour relater ce qui se passait avec, comme je le disais, les troupes de Kiev qui attaquaient les populations civiles. Il est allé avec un journaliste italien et un représentant d'une organisation des droits de l'homme ukrainienne et un chauffeur, bien entendu. Et à un moment donné, ils ont été pris pour cible par un bataillon d'extrême droite, mais officiellement de l'armée ukrainienne. Le journaliste italien et le responsable d'ONG ont été tués sur place. J'ai vu les photos, c'est épouvantable.
Lui, il a été blessé à la jambe, il s'est caché, on s'est approché de lui pour l'éliminer, mais il a réussi à se sauver. Et il a réussi à revenir en France et à témoigner. La France ne reconnaît absolument pas ses droits. Ça fait des années qu'il est très handicapé de ce qu'il a eu. Et donc, il a dit clairement, ils sont venus pour nous tuer. Ils ne voulaient pas qu'il y ait des journalistes qui soient là, occidentaux, et qui montrent ce qui se passait. Et d'ailleurs, les journalistes occidentaux, après ça, sont partis. Donc, ça, c'est pour la démocratie de Zelensky. J'ai encore un petit point, Michel, sur les accords de Minsk. Hein, donc, ce que après le conflit armé entre Kiev et le Donbass, on peut dire, on a essayé d'avoir un accord dans une première phase, dans une deuxième phase. Est-ce que tu pourrais un peu voir? Oui, les accords de Minsk, il y en a eu 2 successifs parce que comme ils n'étaient pas respectés, on a recommencé. Et en gros, c'était donc parrainé par de nouveau l'Allemagne, la France et la Russie. Il y a des réunions, il y a des photos avec Merkel, Hollande, Poutine qui discutent aimablement pour essayer de trouver une solution. Et ils ont trouvé une solution, à savoir cesser le feu, retrait des troupes, reconnaissance de l'autonomie et des droits qui avaient été violés pour les régions du Donbass. Et donc, il y avait une solution. Et elle n'a pas été respectée par Porochenko, qui était le président adoré des États-Unis et de l'Europe à l'époque, et qui a directement relancé les hostilités. Et les États-Unis ont protégé Porochenko et l'ont armé. Donc, pour revenir sur la question, quand ça a commencé, c'est essentiel de parler de ça. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure qu'il me semble très important de réfléchir comment on peut convaincre les gens. C'est pas facile, hein. Ici, à discuter entre nous dans cette salle, c'est un échange très sympathique, mais c'est pas représentatif de la discussion qu'on a autour de nous. Je sais pas si vous avez déjà essayé dans les réunions de famille ou au travail ou au réveillon. Non, ça, il vaut mieux pas. Mais c'est une discussion pratiquement aussi difficile que celle sur Israël. Mais il faut trouver le moyen d'entrouvrir la porte et d'y aller. Et là, j'ai fait 2-3 expériences avec des amis, des voisins, des connaissances comme ça. On a discuté tranquillement sur la terrasse là. Et ils me disaient, regarde un peu ce qui se passe en Ukraine, regarde un peu l'île aux serpents, regarde ce type-là, brave, qui disent fuck you au navire russe et ils meurent héroïquement. Je dis, vous êtes sûrs qu'ils sont morts? Et finalement, bon, le truc est démonté. Mais comment on convainc les gens? Comment on pas les faire changer d'avis tout de suite, c'est impossible, mais comment on peut leur faire réfléchir en se disant il y a quelque chose qui ne va pas et de se poser des questions. La méthode qui me semble bien marcher, c'est de poser des questions aux gens et de pas trop en dire. Poser des questions, c'est en premier, qui a commencé? Qui a bombardé le premier? Alors là, tout le monde vous dit, c'est Poutine, c'est le 24 février, quelle question idiote. Et donc, là, je dis, ben non, ça a commencé 8 ans plus tôt et c'est l'autre camp qui bombardait. Ah tiens, je ne le savais pas. Pourquoi les médias ne vous disaient pas que l'autre camp, les gentils, les bons, massacraient et ont tué à Donetsk? Ça s'appelle l'allée des anges et vous avez des photos bouleversantes de tous des enfants en bas âge qui ont été tués par les troupes de Kiev. Donc, ça c'est, je crois, la première question. Une fois que les gens ont compris que ce que Poutine a fait, c'est peut-être pas excellent, mais il faut qu'on indique qu'est-ce qu'il devait faire parce que ça fait des années qu'il demande à négocier, ça fait des années qu'on lui rit au nez, et en fait, on a toujours dit Poutine a excité les gens du Donbass pour déclarer leur indépendance. C'est faux. Ils se faisaient taper dessus, ils ont demandé à la Russie on veut aller chez vous, et Poutine a dit non, vous restez là. Okay, c'est exactement le contraire. Donc ça, c'est pour moi la première question à poser aux gens. Je m'excuse, Georges, mais je crois que si on est dans l'efficacité de la discussion avec les gens, qui a commencé la guerre? C'est toujours la question. Qui a commencé? Et comme je vous le disais au début, on montre une photo et on vous cache ce qu'il y avait avant. La deuxième question à poser, c'est imaginez maintenant que Poutine ou Xi Jinping ou je ne sais pas qui place des bombes atomiques à Montréal, à Mexico et à La Havane. Que font les États-Unis? Ils sourient et ils disent oui, c'est la démocratie, mais vous allez voir que ça va chauffer. C'est exactement ce que les États-Unis ont fait
Ils avaient promis solennellement en 89, James Baker à Gorbatchev, Kohl et Genscher aussi au ministre correspondant, ils avaient dit l'OTAN n'avancera pas d'un mètre. Depuis lors, ils ont ramassé 14 pays et ils sont arrivés à 9 minutes de leur missile de Moscou et ils veulent aller encore plus près. Donc les États-Unis n'accepteraient pas ça et même aux États-Unis, il y a plein de gens qui disent il faut un accord, il faut baisser la menace nucléaire, il faut respecter ça et c'est un jeu extrêmement dangereux qu'on est en train de jouer. Et donc la troisième question que je pose aux gens, et je finis par là, c'est pourquoi est-ce que sur Facebook, il était interdit de parler d'Azov jusqu'au 23 février parce que c'était affiché comme des nazis sur base de sources des États-Unis, le FBI et toutes sortes d'autorités de ce genre qui disaient Azov nazi, et pourquoi le 24 février Azov n'est plus nazi et on peut en parler et c'est magnifique. Donc je crois que quand on a 3 questions comme ça qui répondent à ce que tu as dit, on a aussi une manière de lancer la discussion et de amener les gens à réfléchir. Oui, il y a des contradictions dans ce qu'on nous dit, il faut que je commence à aller vérifier. Et je pense, c'est un appel que je voudrais lancer, ce qui me préoccupe maintenant, c'est qu'est-ce que nous, on va faire pour aider à mettre fin à cette guerre, pour aider à mettre fin à cette dépense militaire. Il faut absolument organiser des débats contradictoires sur ceci. C'est très sympa de discuter avec Anne, j'aime beaucoup, mais on doit discuter avec le camp d'en face, on doit discuter avec les gens qui, sincèrement ou non, pensent que c'est une bonne chose de prolonger la guerre maintenant et de continuer à se battre jusqu'au dernier Ukrainien, toujours pour emmerder la Russie. Je crois qu'on doit organiser les organisateurs. Oui, voilà. Donc, Anne, tu veux ajouter? Mais très rapidement. Hein, très rapidement, parce qu'on entre dans la troisième phase de notre conversation et puis ce sera la salle, donc il faudra... Oui, là, mais c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que on voudrait ouvrir le débat, mais dès que tu doutes de quelque chose, tu es considéré comme un agent de l'ennemi. Donc, quand c'était la Yougoslavie, si tu disais oui, mais quand même, on dit quoi? Vous êtes un agent de Milosevic? Et puis nous sommes devenus des agents de Saddam Hussein, et puis nous sommes devenus des agents de Kadhafi. Et maintenant, évidemment, nous sommes tous, quand on doute un tout petit peu, on est des agents de Poutine. Et donc, on est exclu des débats, on est exclu des médias. Moi, j'ai des expériences nombreuses, et toi peut-être aussi, où il y avait vraiment quelque chose qui était préparé dans un média. Je pense à une émission à France 3 qui était préparée, les journalistes enthousiastes, et puis il y a un stop. Non, ça ne passera pas. Alors là, évidemment, on a de grandes difficultés à s'insérer dans le débat, et c'est pour ça qu'on reste entre nous, parce que dès qu'on doute de quelque chose qui nous est asséné, on nous assure que nous sommes payés par l'ennemi. Et ça peut coûter très cher, dans le sens où on perd son emploi, on perd sa crédibilité. Pensez à Cassius Clay. Voilà, Cassius Clay, il n'a pas voulu condamner la guerre au Vietnam. Il a perdu ses titres. Pendant la Première Guerre mondiale, un instituteur qui en classe avait dit « Je pense que les causes de la guerre sont partagées entre l'Allemagne et la France ». Il a été jeté à la porte de l'éducation nationale française et s'est pris 2 ans de prison ferme. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, on doit s'ouvrir, mais on sait aussi que c'est un risque. Le Corriere della Sera, qui est un des principaux journaux italiens, a publié une page entière avec les photos, avec les titres des gens dont il disait ce sont les agents de Poutine en Italie. Et c'était des économistes, des professeurs, des journalistes, etc. Mais parce qu'ils avaient douté, et c'est un risque. Donc c'était impossible de défendre un point de vue plus ou moins objectif. C'est tout à fait évident. Je crois qu'il y a une responsabilité d'interpeller les journalistes par tous les moyens possibles. C'est un appel que je lance. Demandez-leur pourquoi, dans la démocratie championne de la liberté d'expression, il est interdit à la RTBF, à RTL, au soir, etc., d'inviter
Anne ou moi ou d'autres chercheurs, ou bien entendu Chomsky, etc., sur ces questions-là. Pourquoi France Télévisions, l'émission de Tadei à laquelle j'ai eu l'occasion de participer et de contredire le lobby sioniste, le lobby de l'OTAN et des gens comme ça. Et là, c'était une émission à armes égales où on avait vraiment les gens pouvaient se faire une opinion entre les deux points de vue. Moi, j'en ai été exclu par la décision de Madame Mernotte, la PDG de France Télévisions, puis l'émission a disparu, et tout ce qui existait un petit peu, même tard le soir, sur la télévision française où on pouvait discuter, s'est supprimé. Donc, j'ai parfois et puis, RT a été... Et voilà, RT censuré, en violation de la loi de l'Union économique. Hein. La Commission n'a aucun pouvoir sur la liberté d'expression, donc elle a baptisé ça sanction économique contre Poutine, la suppression d'un autre média. Les associations de journalistes sont pas pour ça, mais ils n'osent pas ouvrir, on ne peut pas en parler. Donc je crois qu'on a vraiment une responsabilité, et j'insiste, les médias qui cachent le débat, les médias qui cachent à l'opinion les vraies raisons de la guerre, et surtout le fait qu'on pourrait l'arrêter très rapidement, parce que je rappelle qu'en mars, Zelensky était d'accord d'un statut de neutralité, d'accord de discuter et qu'ils étaient proches d'une solution à Ankara entre la Russie et Zelensky. Et donc Biden a foncé à Kiev pour dire à Zelensky stop, on arrête de négocier. Et comme par hasard, Boutcha est arrivé à ce moment-là. Donc je crois qu'on a une vraie responsabilité auprès des journalistes qui se posent des questions, j'entends qu'il y en a, mais qu'ils n'ont pas la liberté de l'exprimer. Il faut imposer un véritable débat, c'est la seule manière de mettre fin rapidement à la guerre et d'arrêter de dépenser cette folie dans des armements. Juste pour petite note d'information, ici en Belgique, il y a un député de OpenVLD qui a demandé d'arrêter les subventions au mouvement de la paix, avril, c'était, parce qu'ils étaient des Putin lovers. Et donc, ça va loin, quoi. C'est vraiment dire, ce groupe-là, on doit couper toutes les possibilités. Mais je voudrais terminer un peu avec les perspectives. C'est quoi? C'est du jusqu'au boutisme dans la guerre? Ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Un mouvement de paix, des gens sérieux, dans quelle direction on pourrait penser? Alors moi, je ne vais pas du tout me positionner parce que je suis historienne, donc je sais à peu près ce qui s'est passé dans le passé, mais je n'ai pas du tout idée de ce qui va se passer dans l'avenir. C'est un peu facile, mais c'est vrai, j'ai absolument pas idée. Vous savez, parfois, on fait des prévisions qui sont tout à fait fausses, dans un sens comme dans l'autre. En 1788, les gens pensaient que rien ne changerait au régime de l'absolutisme en France, et puis il y a eu 1789. Donc, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Ça, c'est mon point de vue, mais Michel a peut-être d'autres... Oui, je trouve que les pronostics, il faut éviter d'en faire. Ce qu'on peut indiquer, c'est une tendance. Si on comprend la raison pour laquelle les États-Unis ont voulu cette guerre et veulent qu'elle ne s'arrête pas, c'est lié à leur déclin économique profond, à leur déclin politique et même à leur déclin militaire. Il faut voir en Irak, il faut voir en Afghanistan. Ils ne sont pas capables de mettre des troupes dans un pays et de gagner une guerre. Donc maintenant, ils la font par proxy, par procuration, en envoyant des autres se faire tuer à leur place. Mais, comme je le disais, le fond du problème, c'est leur déclin économique. C'est une économie en faillite. À part l'industrie de l'armement et 2-3 trucs, il n'y a rien qui fonctionne là. Et d'ailleurs, il faut voir l'état des infrastructures et l'appauvrissement, l'affaiblissement de beaucoup de secteurs économiques. Et donc de la population. Regardez les conditions de travail de Walmart et de tous ces gens-là, l'impossibilité d'arriver à un salaire minimum sérieux, etc. Donc, en fait, dans la pensée de Brzezinski et des autres grands stratèges des États-Unis, toute la question est comment on va rester les premiers le plus longtemps possible. Ils savent que ça ne va pas durer toujours, mais comment on le fait durer le plus longtemps possible. Et donc, cette guerre-ci,
c'est un chapitre dans la guerre globale contre la Russie et la Chine. Et devant l'évolution du rapport de force, c'est absolument frappant que les États-Unis, en voulant se maintenir, en voulant affaiblir leurs rivaux, les ont renforcés et ont provoqué cette alliance Moscou-Pékin, qui est maintenant de nouveau une alliance avec beaucoup de forces du Sud. Vous avez l'Amérique latine qui reprend espoir, vous avez une série de pays africains qui font des révoltes contre la France-Afrique absolument magnifiques, et vous avez toute une série de régimes très bourgeois et très à droite en Asie, en Afrique et ailleurs, qui disent, au fond, c'est un peu plus intéressant pour nous de faire du commerce ou du financement avec les Chinois parce qu'ils nous prennent quand même moins. Et donc, le grand problème, c'est comment les États-Unis vont faire pour arrêter leur déclin. Ça, il y a deux issues. C'est que quand les rapports de force changent entre les grandes puissances, ça peut péter, ça peut donner la Première Guerre mondiale. L'Allemagne est devenue plus forte, elle n'a pas les colonies, elle dit à Londres et à Paris, vos colonies, ça va être pour moi, plus l'Alsace-Lorraine et les Balkans. La Deuxième Guerre mondiale, c'est la revanche de la première, parce que l'Allemagne est de nouveau forte, et le capital allemand finance Hitler pour repartager le monde. On est toujours dans la logique de repartager le monde. Et maintenant, les États-Unis, dans leur déclin, et la France et l'Europe avec aussi, se disent, il y a les marchés russes, les marchés chinois, il y a les pays africains, arabes, latinos, il nous faut ça. Et donc, c'est une bataille désespérée pour garder leur domination sur le monde. Il y a deux issues à ça. Et là, on ne peut rien pronostiquer parce que ça dépend de nous, ça dépend de la recréation d'un mouvement anti-guerre pour éviter que ça dégénère. Avec Saïd Bouamama, j'avais analysé dans La gauche et la guerre le drame des forces de gauche, même dans la gauche dite radicale, surtout en France, qui adoptent une attitude hésitante sur la guerre, qui ne la combat pas frontalement, qui ne s'occupe pas de recréer un mouvement anti-guerre. Il y avait des sections du mouvement pour la paix en France, il y avait des choses magnifiques, et il y avait eu des belles actions de syndicats, etc., bloquant des transports, il y avait des choses dans les écoles. Ça a presque disparu, c'est vraiment triste, il faut le reconstruire. Et pour ça, la première bataille, c'est que la gauche radicale ose affronter la désinformation, ose dire oui, il y a des médias mensonges et ce sont les mêmes à chaque guerre. Et je crois que pour ça, je ne vais pas faire des pronostics, mais je vais encore faire des recommandations. Il y a des gens qui m'ont demandé à l'entrée, est-ce qu'il y aura encore une prochaine conférence? Oui, on va faire quelque chose, mais peut-être dans une forme un peu différente. J'ai envie de faire des ateliers de discussion sur la guerre avec des jeunes, amener les enfants, amener les jeunes des quartiers pour qu'on discute comment... premièrement, pour se rendre compte que ça nous concerne, que c'est avec notre portefeuille qu'on fait la guerre en Ukraine, que cet argent pourrait être employé à autre chose, qu'il y a des problèmes en Belgique et en France, et ensuite, comment est-ce qu'on peut devenir actif dans la recréation d'un mouvement pour la paix? Ça passe, je crois, par la bataille de l'information. Okay. Merci bien pour cette première partie de notre soirée. Maintenant, c'est à la salle. Bonsoir, je serai le plus bref possible. Je m'adresse à M. Collomb et à Mme Morelli, que je connais depuis longtemps, puisque je suis italien moi aussi, que c'est bien de faire tout ce que vous dites de faire, mais ça reste parmi un nombre très petit de personnes, comme ici, on n'est pas les demi-milliards d'Européens, et ainsi de suite. Donc il faudrait faire ça par la télévision. Je suis bien disposé à donner un coup de main à M. Collomb, à Mme Morelli, et c'est tout. Ok. Roland, vous prenez quelqu'un tout près de chez vous, là? Deuxième, oui. 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 Qu'est-ce que... Levez la main, oui, je l'ai fait. Je voulais... Je remarque dans les critiques qu'on a fait face à la position des médias mainstream face au conflit en Ukraine, il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup et qui n'a pas été cité. On dit souvent que un dérapage peut provoquer une guerre mondiale, ou une guerre bien plus importante. Et j'ai l'impression que l'attitude des médias prépare l'opinion éventuellement à accepter une telle guerre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, encore un troisième dans ce côté-là. Je prends dans cette partie-là. Les autres, vous revenez de l'autre côté, Roland. La Russie gagne la guerre, s'ouvre une nouvelle période multipolaire
quelle va être la situation de l'Europe? Est-ce qu'elle va s'effondrer avec les bateaux américains ou bien va devoir choisir ou choisira la voie de s'allier avec la Russie et la Chine? Merci. Okay. C'est la question. Merci pour les questions. Je vais laisser la première personne dire 2 mots encore. J'étais très bref, même trop bref. Rassurez-vous, pour ce qui concerne les bombes atomiques, je suis militaire de formation quand j'étais jeune, c'est obligatoire en Italie. Et depuis Hiroshima et Nagasaki, on n'a jamais jeté une seule bombe dans le monde. Si ça devait se faire avec les puissances des bombes d'aujourd'hui, une seule bombe atomique détruirait l'Europe et toute l'Eurasie. Donc, on n'avancerait jamais parce que ce serait suicidaire de la part de chaque côté. C'est pour ça qu'on a fait des armements à l'époque. Il n'y aura jamais de guerre nucléaire parce que c'est la fin de la planète, russe ou pas russe compris. Merci. Alors, 2 petites réponses. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus nombreux? Bon, on est nombreux ici, mais on n'est pas très nombreux dans l'ensemble de la société. Mais il y a eu un peu des douches froides ces temps-ci. Souvenez-vous des grandes manifestations contre la guerre en Irak. Là, il y a eu vraiment des grandes manifestations. En Angleterre, je crois que c'est la plus grande manifestation qu'il y a eu depuis la Seconde Guerre mondiale. En Italie, il y a eu de très grandes manifestations. Et puis quoi? Eh ben, le gouvernement anglais a participé joyeusement à la guerre, et le gouvernement italien aussi. Et donc, il y a là une déception par rapport à ce type de mobilisation. D'autre part, la question des incidents. Vous avez tout à fait raison, on cherche toujours des incidents. C'est-à-dire qu'il faut absolument persuader l'opinion publique qu'on est en état de légitime défense. Et donc, c'est très utile d'avoir un incident en réserve qui peut servir à justifier une attaque, mais qui est considérée comme une réponse. Et ça marche parce que ça participe à une psychologie élémentaire, je dirais. Quand vous étiez petit et qu'on vous trouvait occupé à arracher la tresse de votre voisine, qu'est-ce que vous répondiez? Vous répondiez, mais c'est elle qui a commencé. Eh bien, c'est des méthodes, je dirais, qui sont basées sur cette psychologie élémentaire qui marche. Et donc, si on veut attaquer quelqu'un, il faut trouver un incident, n'importe lequel. Et dans l'histoire, on en a trouvé pas mal, hein. Pearl Harbor ou d'autres histoires ont été utilisées pour justifier l'entrée en guerre. Donc, soyons attentifs. Il se peut très bien que demain, on nous dise quoi, ils nous ont fait telle vilainie, nous devons y répondre. Et la réponse, ça c'est très très bien accepté en général par l'opinion publique. Je crois un petit mot. C'est vrai qu'en 2003, on était des millions dans la rue. Je me souviens d'ailleurs, j'ai organisé une mission internationale, on appelait ça les inspecteurs de la paix en Irak. J'en étais. Et voilà, en 2002. Et on savait que la guerre allait arriver, donc on a voulu aller là et témoigner. On a discuté avec beaucoup d'Irakiens. Et tous nous disaient, oui, on sait que la guerre va arriver ici, ça c'est clair. Mais quand on leur disait, ah, elle vient d'Italie ou d'Espagne, etc., ils nous disaient, ah, Italie, 2 millions, Spain, 3 millions, etc. Parce que ils avaient suivi ça de près, ça les avait beaucoup encouragés. Et d'ailleurs, je crois que finalement, le peuple irakien a défait les États-Unis et cette occupation, c'est un peu le début de leur déclin, de leur image, je crois, a beaucoup décliné dans la population mondiale. Et en même temps, on a vu qu'ils n'étaient pas tout puissants. Mais je voudrais revenir sur cette histoire. C'est vrai qu'ici, les manifs n'ont pas été suivis des faits. Ce mouvement était largement spontané. Il y a eu des manifs, il y a eu des petites choses. Il n'y avait pas de grandes organisations comme dans le passé. Il y a eu pendant la guerre du Vietnam. Vrai, était quelque chose de bien, mais ce n'était pas une organisation permanente avec beaucoup de gens.
si on avait eu un vrai mouvement pour la paix structuré avec des cellules de base, des choses comme ça, on aurait discuté, voilà, les manifs ne servent à rien, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire plus. Et moi, je pense par exemple que l'arme du boycott est très importante. La Grande-Bretagne aide les États-Unis à tuer à petit feu Julian Assange, parce qu'on ne met pas en prison les gens qui ont commis les crimes, mais les gens qui les dénoncent. Et donc, on devrait, nous ici, je pense, organiser des actions de boycott contre, il y a une banque anglaise qui est active en Belgique, il y a des grands magasins, il y a différents produits, ça on devrait déterminer ensemble. On devrait donc avoir un mouvement qui passe à l'étape supérieure, aussi sur les produits des États-Unis, pour essayer de leur faire mal. Mais pas seulement ça, évidemment, pas seulement des actions pareilles, mais aussi toute la réflexion, la formation, pour créer un vrai mouvement. Il y a eu ça dans le passé, il y a eu dans les années 30, il y a eu dans les années 50, contre le danger de guerre, il y a eu pendant la guerre du Vietnam, et là, on a gagné. Donc je crois qu'il y a des leçons à tirer. Et sur la question de la position de l'Union européenne Oui. Alors, je crois que les États-Unis, en voulant se sauver, ont accentué leur déclin parce qu'ils ont ouvert les yeux à toute une série de pays et de dirigeants, pas forcément de gauche, je le disais, en Afrique, au Moyen-Orient. On voit des retournements d'alliances spectaculaires au Moyen-Orient et en Afrique. On n'a pas arrêté de nous dire au début de la guerre, la communauté internationale condamne la Russie. Ah, pardon, la grande majorité du monde a dit c'est votre guerre à vous, États-Unis et Europe, et on s'en mêle pas. Parce qu'ils voient très bien ce qu'il y a derrière. Donc, je crois que l'Union européenne, effectivement, elle a une situation bizarre. Les dirigeants européens applaudissent et participent à une guerre qui est contre eux. Il est évident que les États-Unis veulent affaiblir l'industrie allemande, veulent gagner la bataille contre leurs concurrents allemands et européens, et veulent annexer des parts et récupérer des parts de l'économie européenne pour se sortir des problèmes économiques qu'ils ont. C'est évident. Donc, la question est comment ça se fait qu'on a des régimes en Allemagne et en France qui disent oui, bravo, vive la guerre, on est avec vous, etc., et qui y participent. C'est hallucinant, alors qu'ils avaient précédemment dit il faut négocier. Et Macron a été tenté de le faire, je pense, mais il a été ramené à l'ordre. Ça serait très long, je vais laisser la parole au public, mais il y a des réflexions à faire. Pourquoi il y a cette capitulation? En tout cas, économiquement déjà, il faut lire un peu les pages roses, si j'ose dire, et les pages économiques des grands mainstream. Ils disent clairement qu'il va y avoir un très grand affaiblissement de l'économie européenne, du chômage, de l'appauvrissement. La facture du gaz, c'est hallucinant. Hein. Biden a décidé on va vendre notre gaz américain beaucoup plus polluant et beaucoup plus cher à la place du gaz du méchant Poutine. Et donc, vous avez des gens en Belgique qui sont obligés de choisir entre se chauffer ou aller chez le médecin. Et ça, on doit le lier, cette souffrance quotidienne, on doit le lier, on doit envoyer la facture à Biden. Je trouve qu'on devrait avoir carrément des actions symboliques en disant, voilà, la facture du gaz, on vous l'envoie parce que c'est vous qui l'avez provoqué. Si on n'arrive pas à faire un mouvement populaire, ben, nos Verhofstadt, nos Ursula von der Leyen, nos Charles Michel et tous ces gens-là vont continuer à dire vive les États-Unis, à bas Poutine, et on va payer la facture. Ok, merci. Roland, vous voulez venir de ce côté-ci? Oui, Il y a oui. 3-4 personnes qui veulent demander, mais je ne vois pas très bien. Donc toi J'avais mis aussi le gaz de schiste. Oui, s'il vous plaît. Sur les alliances fascistes et antifascistes dans le monde. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait le camp fasciste Allemagne, Italie, Japon, et une alliance antifasciste États-Unis, Angleterre, Union soviétique. Maintenant, on voit dans cette guerre qui prend le caractère d'une guerre mondiale, une alliance militaire entre États-Unis, 30 pays OTAN, Japon, Australie. Et cette alliance militaire a installé un régime fasciste en Ukraine et ailleurs.
Mais contre cette alliance militaire, il y a une alliance entre Chine, Corée du Nord, Donbass, Russie, Iran, Syrie, Biélorussie, qui a aussi la sympathie de Cuba et Venezuela. Est-ce que vous estimez que, comme dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est le devoir du mouvement ouvrier de soutenir le camp antifasciste? Laurent, oui. J'ai une petite question seulement. Je pense que en Europe, on a tellement peur d'avoir un autre gars comme Trump qu'on n'ose plus faire des commentaires à Biden, faire de la critique de Biden. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Oui, vous prenez quelqu'un d'autre encore? Merci. Mais les guerres ont aussi été souvent des accoucheuses de révolutions et de changements. Et que ce soit en Russie ou en Ukraine, comme vous l'avez dit, il y a des journalistes indépendants qui sont persécutés et qui sont des résistants et qui sont une partie de la solution. Et on a la chance de les avoir ici. Il y a plein de journalistes ukrainiens et russes qui sont réfugiés en Europe. J'avais rencontré un rédacteur du Moscow Times aux Pays-Bas et il racontait qu'en tant que journaliste russe, même pas spécialement d'opposition, il ne sait même pas ouvrir un compte bancaire et il n'était pas du tout accueilli à bras ouverts. Organiser des débats simplement entre Russes et Ukrainiens, entre les journalistes indépendants, les Russes et Ukrainiens qui sont ici, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Eux connaissent très bien ce qui se passe. Ils se battent des deux côtés contre leurs oligarques. Et je pense qu'il faut soutenir surtout les populations et les résistants des deux côtés pour qu'ils virent leurs oligarques et qu'ils s'organisent eux-mêmes pour avoir des révolutions chez eux et virer ces marchands d'armes et autres petits apprentis sorciers. Voilà, donc on a la chance de les avoir ici, que ce soit en Belgique, aux Pays-Bas, il y en a plein en fait, qui sont réfugiés, qu'ils soient même des journalistes ukrainiens d'opposition qui ont été chassés par Zelensky, des journalistes russes chassés par Poutine, et tous ont, je pense, beaucoup de choses à nous apprendre dans une solution par le bas et pas une solution par le haut, quoi. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être ici devant, je crois que monsieur Laurent, oui. Monsieur ici devant, dès le premier moment, il a demandé, donc ça j'ai vu. Donc juste pointu, bref. Merci. Voilà. Mais ce qui m'inquiétait au départ et qui a l'air de se présenter, c'est en fait, on ne discute pas du peuple belge. On discute de l'international, tout ça, c'est bien. Mais nous, en Belgique, Michel a parlé qu'il faut recréer un front pour la paix. Ok. Je vous signale quand même, ici, par exemple, il y a un accord sur les pensions qui est en cours de se faire. Je vais résumer parce que il faudrait une conférence rien que pour ça. Karine Lallieu a pondu un œuf carré qui va mettre à terme des centaines de milliers de Belges dans la pauvreté. Des centaines de milliers. C'est un plan qui va durer 10, 20, 30 ans. Hein. Et en parallèlement à ça, on dépense des sommes colossales dans l'armement. On achète des chars, des véhicules à roues en France, on achète des avions, des bateaux. Notre Premier ministre va faire le baisement à Zelensky et lui dit « on va donner tout ce que tu veux ». Et nous, ici, l'Europe fait pression pour un subside de 700 ou 850 millions pour je sais plus, le développement du pays, alors que la Belgique, par exemple, a donné 1 milliard pour étendre l'armée. Voilà. Alors, le Front pour la paix, où est-ce qu'il est? Je me le demande. Et moi, je suis un syndicaliste. Et je me rends compte que dans les syndicats, on ferme sa gueule. Partout. Sauf, moi, je suis GTB, j'ai fait un peu de pub, sauf chez les métallos, où ils ont le courage de mettre le débat à l'ordre du jour dans leurs instances. Oh, le syndicat, c'est quand même 3 500 000 membres. C'est une armée, hein, ça. C'est une armée. Ils ont des moyens techniques. Ils ont des moyens de diffuser leur info dans leurs instances, dans les usines. Ils peuvent toucher des millions de travailleurs. C'est leur travail, ça. Donc, j'insiste auprès des
des gens ici, c'est de discuter au niveau des délégués et la direction syndicale. Voilà, merci. Merci. Alors, au point de vue des beaux motifs qui sont invoqués, c'est aussi un principe habituel de la propagande de guerre. Il faut jamais parler des questions économiques. Ça, on n'en parle jamais. On ne va pas parler non plus de la géostratégie. Hein. On essaie de découper en morceaux l'ennemi, qu'il soit yougoslave, russe ou autre. Mais on va emballer ça dans des beaux principes. Alors, pour la Première Guerre mondiale, déjà, on luttait pour la démocratie de notre côté, avec le tsar de Russie. Oui, c'était notre allié, le tsar de Russie, pour la démocratie. Et aujourd'hui, nous luttons pour la démocratie avec d'infâmes régimes, notamment dans les pays d'Arabie saoudite, etc. Mais ce sont nos bons amis pour la démocratie. Alors, bien sûr, il ne faut pas croire à toutes ces histoires de beaux motifs. Il faut voir quelles sont les réalités de la guerre, mais il y a aussi on en a parlé, vous en avez parlé, il y a aussi des questions politiques. Bandera, c'est pas simplement un monsieur qui s'est élevé contre la domination de Staline, etc. Non, ce sont des philo-nazis qui sont coupables de crimes atroces et qui aujourd'hui, en Ukraine, ont une situation de héros. Il y a des statues à Bandera. Il y a 64 villes ukrainiennes avec un monument à Bandera. Avec un monument à Bandera. Bon, les Polonais ont protesté parce qu'il n'a pas tué que des Juifs, il a tué aussi des Polonais, et notamment un ministre polonais, etc. Mais ça nous pose quand même problème qu'aujourd'hui, ces Ukrainiens se fassent... un ministre ukrainien s'est fait photographier devant le portrait de Bandera. Un autre, un diplomate ukrainien, a considéré que c'était un héros de la nation ukrainienne, etc. Et comme il y avait été un peu fort, on l'a enlevé de son poste diplomatique et on l'a mis comme vice-ministre, ce qui est une consolation tout de même assez intéressante. Donc ça, je crois qu'il faut vraiment casser cette idée que nous luttons pour de beaux motifs, nous sommes le camp de la démocratie. Ben non, on n'est pas le camp de la démocratie et sûrement pas l'Ukraine. Alors, d'autre part, ce que je voulais aussi dire, c'est que... je ne sais plus quoi. Il y avait une question sur Biden et Trump. Oui, Biden et Trump. Pour moi, c'est pas mieux Biden. Même pour certains côtés, je préférais Trump. D'abord, c'était clair, hein, il n'embobinait pas les gens, c'était très clair. Et sur le plan international, je ne pense pas qu'il était pire que Biden. Biden est plus complexe, je dirais, mais il arrive au même résultat. C'est le seul président qui n'a pas déclenché une guerre contre un pays. Pas encore, non. Trump. Non, Trump. Alors, la question encore de l'intégrité territoriale, eh bien, moi, je crois qu'en Belgique, on a quelque chose à dire à ce niveau. De quoi est née la Belgique, dans le fond? Elle est née d'une coupure avec le pays dans lequel nous étions. Hein? On s'est détaché du royaume des Pays-Bas. Et on trouve ça très beau. Hein? Alors, si on trouve ça très beau pour certains, on devrait trouver ça beau aussi pour le Donbass ou pour d'autres, ou bien dire on n'accepte jamais ça et on n'a pas accepté le Kosovo, mais si on a accepté le Kosovo, la ligne dirigeante, directive dans cette question, c'est toujours si ça affaiblit nos ennemis, on est pour la division territoriale
Et on est contre la division territoriale si c'est de notre côté, bien évidemment. Et cette guerre, c'est une guerre de partition. Il faut voir évidemment quelles ont été les élections. On voit que dans les partis de l'Est, il y a eu un vote massif pour les candidats pro-russes. Est-ce qu'il faut accepter ou non une guerre de partition? Mais c'est une guerre de partition qui a été suggérée par l'Occident, mais c'est aujourd'hui cela. Je m'arrête parce que... Ok, Michel. Je pense qu'on a raison de souligner l'importance du mouvement syndical dans cette affaire. Il n'y aura pas de lutte contre la guerre avec un caractère de masse si les syndicats ne bougent pas. Je pense qu'il y a beaucoup de militants, de délégués, de responsables qui sont un peu dans la confusion. Le matraquage médiatique est énorme. Moi, j'ai discuté avec des gens très sympathiques et de bonne foi qui m'ont dit au début de la guerre, j'ai toujours été content, mais là, je suis quand même content qu'ils nous protègent. Donc, ne diabolisons pas les gens, considérons-les comme des victimes de ce matraquage. Il y a une très belle chanson de Emir Kusturica et son groupe qui dit « I'm a victim of a propaganda war ». Donc, je crois qu'il faut que chacun de nous contacte des militants syndicaux de tous les niveaux pour demander un débat contradictoire. Il y a eu ici plusieurs propositions dans le sens des débats contradictoires. Je pense que la première chose à briser, c'est ce tabou du débat, cette loi du silence, et d'organiser le plus de débats partout où c'est possible. Et je suis disponible pour ça. Venez nous trouver au stand d'après et on vous donnera des indications sur ce qui peut se faire et surtout on soutiendra les choses que vous pouvez faire. Le mouvement syndical aura un choix à faire. Devant l'appauvrissement terrible qui est préparé par les politiques néolibérales, il y a un choix. Ou bien on a Madame Ludivine de Donderla de Tournai du PS qui dit « Ah, il faut augmenter le budget militaire, il faut des armements, il faut ceci, il faut cela ». En quoi c'est un parti de gauche qui dit qu'il faut donner tant de fric à Lockheed Martin, à Raytheon et aux fabricants d'armes. Cet argent, on en a besoin ici. Moi, j'ai habité très longtemps à Liège, ma grande-fille est encore là, elle est au-dessus de Chaudfontaine. Je suis allé là au moment des inondations, mais elle habite sur les hauteurs. Mais je peux vous dire, c'est pas réglé là. Les gens, ils sont dans la merde. Il n'y a pas d'autre mot parce que c'est ça qu'ils ont eu dans leur maison. Et les assurances il y a vraiment, on n'a pas du tout fait assez pour eux. Et on va mettre de l'argent à envoyer des chars et tout du matériel. Dans le livre, nous étudions. Les responsables des États-Unis ont reconnu qu'une grande partie du matériel militaire envoyé en Ukraine, ils ne savent pas où il est. Qu'il est clairement revendu parce que c'est un régime d'oligarques, c'est un régime corrompu, et donc ils n'arrêtent pas de dire « envoyez-nous des armes, envoyez-nous des armes ». Ils s'enrichissent avec ça, bien entendu. Et il y en a, voilà. Donc, le problème de la corruption qui entoure les armements doit être posé. On a en Belgique des gouvernements qui sont tombés parce que des dirigeants socialistes avaient touché de l'argent de la part pour leur parti ou pour leur poche selon les cas, pour des armements. Et bien entendu, c'est fini depuis, hein, ça n'arrive plus jamais. Mais c'est pas vrai. Hein. L'histoire du Qatar, là, quand vous discutez avec des gens qui travaillent autour de l'Europe là, et autour du Parlement, un ami me disait la semaine passée, mais c'est toutes les semaines qu'on me propose un petit café, un petit restaurant, vous n'avez pas des besoins, vous n'êtes pas très bien payé, hein, vous n'avez pas, c'est permanent. Et on a eu des éditos enflammés, ah vraiment, Tarabella, vraiment, ça c'est pas bien, il faut restaurer l'honneur du Parlement européen, il faudrait une enquête générale
vraiment sur tout ça. Il faudrait... j'ai eu l'occasion d'aller dans certaines commissions d'enquête qui se tiennent dans le Parlement européen. Vous avez des trucs qui sont affichés là au Val avec George Soros qui finance ceci ou ceci d'organisations de gauche, hein, qui financent toutes sortes de trucs. Et alors le fait que le responsable, le plus haut responsable de la centrale internationale des syndicats libres a mis les mains là-dedans, on pose sur le Qatar. Et il le mérite. Entre parenthèses, parce que justement le Qatar, il est en train d'un petit peu se rapprocher de l'Iran et de la Russie. Tiens. Mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas la même chose sur le fric des États-Unis, sur le fric d'Israël, qui sont en train de corrompre nos gens, de sorte qu'au Parlement européen, on a fait passer des résolutions absurdes et abjectes qui assimilent le communisme et le nazisme, qui prétendent que l'anti-sionisme, c'est la même chose que l'antisémitisme. Comment des parlementaires européens osent vraiment prononcer cette absurdité historique qui bafoue les livres d'histoire et où ils se prétendent dire comment nous devons penser sur les vérités historiques. Comment? Mais c'est l'argent qui explique, c'est aussi simple. Dans le même livre que je vous ai cité, là, Thomas Friedman, l'autre, dit il y a beaucoup de gens qui se disent et qui sont étonnés que Netanyahou, il a reçu un applaudissement de 4 minutes au Congrès des États-Unis quand il est venu parler, et il est venu parler contre Obama. Et Thomas Friedman, qui est un type de droit, du New York Times, etc., va-t-en-guerre, il ne devrait pas s'étonner. Hein. Cette ovation au Congrès de 4 minutes, elle a été payée par le lobby sioniste. Ça veut dire qu'on met de l'argent dans la poche de ces congressistes pour qu'ils votent les armements, pour qu'ils votent les saloperies qu'Israël fait contre les Palestiniens, etc. Donc on doit parler de ça. Si nous, on n'en parle pas, les médias et les parlementaires ne vont pas en parler, donc on doit exiger une commission d'enquête beaucoup plus vaste, d'où vient l'argent et pas seulement l'argent du Qatar. Moi, j'aurais voulu ajouter un petit mot. Vous avez raison à propos des syndicats. On espère, par exemple, qu'ils participeront à la manifestation qui est prévue le 26 février. Il y a une manifestation qui est en cours de discussion, mais les slogans qu'on propose, c'est vraiment pour les enfants de cœur, hein. Genre, un autre monde est possible. Nous sommes des pacifistes, c'est pas gentil. Ben non, soyons clairs. L'essentiel, c'est déjà de dire plus €1 pour la guerre, stop aux armes pour l'Ukraine, et ça, ils ne veulent pas. Or, ce sont nos représentants, en principe. Oui. Non, on vous attend pas derrière. On va répéter. On va reproduire. Ouais. Je pense, par exemple, il faut mobiliser, il faut aller faire du lobbying, comme vous le faites maintenant avec nous, expliquer, parce qu'il y a beaucoup de politiques qui ne connaissent pas bien toute cette histoire, puisqu'ils n'écoutent que les médias. Alors, les PTB, c'est très bien, le syndicat aussi, mais le PTB doit s'y mettre. C'est eux, ils auront une influence sur les gens. Voilà. PTB et d'autres gens chez qui il faut faire du lobbying, vous. Et leur expliquer, si vous demandez rendez-vous déjà dans tous les partis, vous serez reçu. Essayez de faire votre laïus et leur expliquer, parce que c'est les seuls qui peuvent avoir de l'influence sur nous, c'est les politiques. Donc, on ne sera pas reçu. Hein. Ça va. Pardon? On ne sera pas reçu. Si, vous serez reçu. Moi, je veux bien aller avec vous. Bon. C'est parce que vous n'avez pas essayé. Ah, voilà. Ah. Bon. Ok, toi tu voulais encore dire? Non. Moi je voudrais simplement répéter la question de monsieur là-bas quelque part sur des initiatives avec des Ukrainiens, des journalistes russes qui sont ici, etc. Moi je suis en faveur de tous les débats, mais je voudrais juste dire une chose. Hein. On reçoit des excellents conseils et j'en prends note. Investigation, c'est tout petit, hein. On est quelques permanents, il y a un tout petit budget. Vous imaginez que comme on nous boycotte dans les médias, on ne touche pas le public qu'on pourrait. Donc, venez nous trouver pour acheter les bouquins, pour vous inscrire, pour donner des coups de main, parce qu'on ne peut pas y arriver. Ce que vous dites, c'est bien, mais c'est avec vous que ça va pouvoir se mettre en place.
Maria, mais on n'a pas peur de ça. Hein. OK. Mais j'ai pas peur. Hein, j'ai pas peur. On fait. J'ai déjà écrit. Nous allons avoir un débat après en haut. Mais... On va en parler en haut. D'accord. On va en parler. Il y a des gens au milieu là. Il y a beaucoup de gens qui demandent la parole. Désolé. Oui, voilà, j'ai un constat, et à mon avis tout le monde l'a fait, c'est que l'Occident, entre 10 guillemets, s'exprime... Bien parler dans le micro. Oui, je disais que j'ai un constat, et à mon avis il est partagé par tout le monde, consciemment ou inconsciemment, c'est que l'Occident s'exprime d'une seule voix, à quelques micro-exceptions près. Et pour moi, ce n'est pas l'effet des hasards. Ça veut dire que nos dirigeants reçoivent leurs instructions des mêmes et uniques maîtres. Et c'est quand je parle de l'Occident, j'inclus les États-Unis. Donc les maîtres, ce ne sont pas les États-Unis, c'est un cran, c'est une hiérarchie au-dessus. Monsieur Colomb. Et donc, ces maîtres, c'est ce qu'on appelle communément, parce qu'on n'ose pas nommer le dictateur lorsque l'on vit en dictature, c'est ce qu'on appelle par un euphémisme l'état profond. Et donc ma question, c'est est-ce que vous ne pensez pas que la réalité est autrement plus grave que vous ne le dites et que nous vivons avec cette question otano-russe, parce qu'il ne faut pas l'appeler d'une autre manière, n'est pas en réalité beaucoup plus que ça, et une guerre religieuse eschatologique qui n'a qu'une vocation, c'est en fait d'accomplir ce qu'on appelle la fin même de l'Occident. Et rassurez-vous, la fin de l'Occident ne viendrait pas de la Russie. C'est ce qu'on appelle la fin des Amalek, donc A-M-A-L-A-K, et dans laquelle nos maîtres nous utilisent pour accomplir cet idéal religieux. Évidemment, je suis sibyllin volontairement et j'aimerais bien en parler un peu plus en aparté. Parce que je le répète, c'est un sujet autrement plus sensible et qu'on ne peut pas... on peut pas être plus clair sur ce sujet-là. Vous pouvez passer le micro derrière vous. Ouais, la dame à côté. Bonjour, en fait, moi je suis effarée parce que j'ai l'impression que le problème qui se pose aujourd'hui en Europe s'est posé évidemment il y a depuis des dizaines d'années en Afrique où on a toujours eu cette guerre froide. En fait, la guerre froide, avant c'était les soviétiques contre l'Occident. On a toujours eu des guerres par procuration et maintenant ça se passe ici. Quelque part, pour ne pas être choquante, à un moment donné, je me suis dit peut-être que comme c'est sous les sols européens, les gens prendraient peut-être plus conscience que qu'il fallait se battre contre. Pour moi, c'est le capitalisme en fait qui est la source de tous les problèmes. Donc, on peut dire on va faire des marches pour demander à ce qu'on ne vende plus, qu'on n'achète plus des armes et tout ça. Mais comment on fait ça? Parce que ceux qui décident d'acheter des armes, ce sont les mêmes personnes qui détiennent en fait les politiciens ou qui décident d'envoyer tel ou tel gouvernement aller combattre au Mali ou que sais-je encore. Comment on fait pour combattre le capitalisme qui est la source de tous les maux actuels? C'était déjà en Afrique, en Asie et aujourd'hui sur l'Europe. Et quand je vois les traitements médiatiques qu'il y a en effet ici en Europe, je me dis on est encore bien loin de la solution en fait. Donc on ne trouvera pas de solution tant qu'on ne se pose pas les vraies questions. Merci. Encore une ou deux personnes? Roland. Trois ici, je reviendrai après de l'autre côté. Oui, mais ça le derrière, parce qu'on devra limiter. Donc maintenant, une ici, et puis encore deux, trois, et on finit. Hein, parce que... Oui, voilà, je serai très court. Je voulais juste partager mon inquiétude par rapport aux événements qui se passent en Iran, parce que je suis bien conscient que, en fait, avec des discussions qu'on peut avoir avec des amis proches qui pensent comme nous, il y a aussi... est-ce que la révolution est juste? Elle n'est pas, mais en tout cas, elle est fort aidée par les États-Unis, qui voudraient en effet affaiblir l'Iran, et aussi par le sentiment que la Russie cherchant à redistribuer ses réseaux vers le sud, par le Pakistan, l'Afghanistan, l'Inde, etc., l'Iran est stratégiquement un pays extrêmement important. Donc, que faire dans ce contexte-là? Ok. Je pense que vous avez compris. Oui, je pense que c'est... Oui. Ok, mais, donc on reprend ici maintenant, et puis encore deux, trois questions ici. Prenons les deux et Ah ok, d'accord, on prend les deux, et puis ça c'est le
dernier round est terminé. Ah, oui, non, avant, madame, parce qu'elle avait demandé depuis longtemps. Oui, vas-y, vas-y. La batterie. Oui, s'il vous plaît. Bah, bonsoir tout le monde. Moi, j'avais une question. Bien Bah, dans le non. micro, s'il vous plaît. Il a lâché? Non? 1, 2? Oh non, ça va, on m'entend. C'est bon. Ah. ¿Qué pasa? El Congo. Non. Non, non, on vous comprend pas. Et prenez ce micro aussi, madame. Allez-y avec le micro. J'avais juste une question, moi, pour tout le monde et pour vous trois aussi aujourd'hui. Bien dans le micro. Ok, d'accord. Là, vous m'entendez? Donc, j'avais une question un peu pour vous trois, surtout pour Michel Collomb. Avec tout ce qu'on entend, déjà, faites comme du PNL, faites le média, ce serait super sympa avec plein d'argent pour que vous puissiez grandir. Je vous suis depuis très longtemps. Quelle était votre théorie concernant ce qui a pété chez Gazprom, au fait? Les Américains ou les Russes ou... Quel était votre avis? Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de donner leur avis pour ne pas prendre justement pro-américain ou pro-russe. Mais pour vous, quel était votre avis? Sur la chaîne, j'en ai plus entendu parler. Surtout qu'il n'y a plus beaucoup de Michel Midi. C'est fort dommage. On voit beaucoup Saïd Bouamama, mais plus vous. Et je voulais savoir quel était votre avis, au fait. Voilà, tout simplement. Ok, encore une question, Roland, il y a encore quelque part. Voilà. Et puis on... Je rejoins la personne, je ne sais pas qui a parlé là-bas, d'analyser, parce que sur le plan de cette propagande, il y a eu la propagande Covid. Moi, en tant que médecin, je suis dans la résistance des médecins, justement. Il y a la propagande par rapport à la question climatique. Et pour la propagande Covid, là, ils se sont tous entendus mondialement. Et la question du climat, on est vraiment... Et donc, nous, on a créé notamment un projet qui va se lancer au débat citoyen, où on travaille sur les 3 narratifs qui sont vraiment des narratifs radicaux. On n'a pas la possibilité du débat, autant la question de la guerre actuelle, enfin, ce dont on parle ce soir, mais deux autres. Donc, il y a quelque chose de plus gros. Et en effet, je rejoins la question d'Avos, l'état profond, etc. Merci. Ok, merci. Michel, Anne. Oui. Très brièvement, pour nos amis syndicalistes, dont je suis aussi, il y a parfois des contradictions. Moi, on m'avait demandé de faire une conférence sur la propagande de guerre près de Liège, disons. Et il y a eu une vraie résistance à cette conférence de la part de qui? De la part des syndicats de la FN. Qui ont dit, oui, mais enfin, vous n'allez pas nous arracher notre pain de la bouche. Et c'est vrai que c'est compliqué. Ils vivent de ça. Bien sûr, idéalement, ils pourraient construire des cuisinières ou des mixeurs à la place d'armes, mais il y a là quelque chose qui n'est pas toujours clair dans la position syndicale, qui voit l'intérêt immédiat et pas la question politique. Ça, c'était une petite chose. Pour l'Iran, eh bien, j'ai participé à une émission de la télévision du Parlement européen. Oui, ça arrive de temps en temps, mais c'est rare. Et j'ai soulevé la question que vous venez de soulever. Oui, je suis bien sûr, comme femme, comme démocrate, je suis tout à fait horrifiée par ce qui se passe, mais il me semble qu'on accorde beaucoup d'intérêt à cela qui n'est pas innocent. Parce que l'Iran est un des pays qui risque de s'attacher aux intérêts de la Chine ou de la Russie, et donc on doit absolument casser ce pays, notamment par une campagne internationale. Alors je ne dis pas que je suis pour les coups de fouet et l'oppression des femmes, etc. Mais l'insistance qui est mise à dénoncer ce pays est troublante, alors qu'on ne dénonce guère
l'oppression des femmes dans d'autres pays, alors qu'on ne dénonce pas la situation faite aux Sahraouis ou aux Palestiniens, etc. Et la dernière chose, si je retrouve ce que j'avais mis, sinon je le dirai après Michel, je verrai si j'avais mis. Je serai très bref, dans le livre, nous analysons la guerre des images, justement toutes les images qui ont influencé et qui ont manipulé l'opinion publique. On analyse aussi qui a fait sauter le... Ah oui, c'était Gazprom, c'est ça. Vas-y. Ah. Mais non, là, la seule chose que je dis, c'est il faut toujours, comme dans les romans policiers, voir à qui profite le crime. Voilà. C'est ça. Évidemment, le point de départ des pages qui sont consacrées dans ce bouquin. C'est assez hallucinant que, en fait, il y avait eu une conférence de presse de Biden à la Maison-Blanche où une journaliste un peu curieuse avait dit: vous dites que il y aura plus que si Poutine envahit, il y aura plus, ou qui fait ceci, j'ai plus, il y aura plus de gazoduc. Vous allez faire ça comment? Et Biden, qui est connu pour parfois en dire un peu trop et de répéter ce qu'on vient de lui dire, a dit faites-moi confiance, il y aura plus de gazoduc. Donc il avait annoncé. Et d'ailleurs, quand c'est arrivé, un ex-premier ministre ou président du Parlement, je ne sais plus, polonais de haut niveau, Sikorski, a dit bravo les États-Unis. Bien. Mais alors, dans nos journaux, c'était oui, ça doit être Poutine qui a fait sauter son gazoduc. Il s'est fait sauter son propre. Ils construisent, ils mettent des milliards pour construire un gazoduc et ils vont le faire sauter eux-mêmes. Mais pourquoi, s'il vous plaît, hein? Alors que depuis le début, il essaye de persuader les Européens de continuer à acheter son gaz et qu'ils voient ça un peu comme une garantie qu'on ne va pas trop l'attaquer. Donc, il va faire sauter le gazoduc qui lui a coûté si cher et qui est tellement important pour le protéger. Mais c'est la preuve qu'il est fou, hein? Voilà, c'est la preuve qu'il est fou. Ou alors c'est la preuve, je m'excuse, que les médias qui ont dit ça, vraiment, c'est pas des journalistes, c'est des soldats. Ça veut dire qu'on est obligé, s'il fait ça, on est obligé de dire que c'est mal. On a une certaine Véronique Kiesel dans Le Soir qui, dès que la Chine, il se passe n'importe quoi, c'est très mal, c'est la preuve que ça va s'effondrer. On a la même chose dans Le Standard avec Gisèle Nat, on a la même chose dans Le Monde, etc. Donc, c'est absurde. Donc, on a fait plusieurs médias mensonges du jour pour démasquer ça. J'ai dû malheureusement mettre l'émission en pause parce que le livre dont je parlais, Ukraine, c'est un énorme boulot, full-time, même avec une équipe qui aide. On a, dans les 3 dernières semaines, si tout va bien. Donc, on va reprendre des émissions et vos suggestions sont bienvenues. Pour l'Iran, comme Anne, je pense qu'évidemment, le combat des femmes mérite un soutien total, pas seulement sur les questions vestimentaires ou de rapport sexualité ou de ça, mais comme Angela Davis et d'autres l'ont posé, de signaler que l'oppression des femmes est une partie de l'ensemble de l'oppression de classe et de l'ensemble de l'oppression sociale dans une société d'exploitation et de domination. Et là, on a un problème avec les États-Unis qui soutiennent énormément ce mouvement en Iran. Il faut quand même rappeler qu'en Afghanistan, lorsqu'il y a eu un gouvernement qui a émancipé les femmes, qui pouvaient conduire des voitures, porter les vêtements qu'elles voulaient, aller à l'université, qui a fait aussi une réforme agraire pour sauver les paysans de la féodalité, développer les infrastructures, qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Ils ont envoyé Ben Laden et des terroristes pour renverser ce gouvernement. Ça a pris encore des années et Brzezinski s'en est vanté. Donc pourquoi est-ce que dans nos médias qui parlent de l'Iran,
Il n'y a jamais eu une ligne sur cette mémorable intervention de Brzezinski disant « Mais évidemment que j'ai financé les islamistes, c'est un des plus brillants coups de ma carrière. Pourquoi c'est jamais rappelé ?» Donc, je crois que ça doit être mis en perspective. Et ma dernière remarque par rapport à 2 interventions qu'il y a eu, je crois qu'il y a une personne qui a répondu à la précédente sur pourquoi tout ceci. Je ne pense pas qu'il y a besoin de chercher des explications ésotériques compliquées. Je ne pense pas non plus que c'est une guerre de religion. Contre l'oppression, contre la guerre, il y a des catholiques, des musulmans, des juifs, des non-croyants qui se battent ensemble, et c'est très bien, ça doit être beaucoup plus comme ça, il ne faut pas se laisser diviser. Et je crois que la réponse à la question posée a été donnée par la personne suivante. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une analyse structurelle du système économique et social dans lequel nous vivons. Pourquoi, comme le disait Jaurès, le capitalisme porte la guerre en lui comme la nuée porte l'orage. Si nous développons des analyses pour montrer que la guerre est un moyen de domination, un moyen de faire la police dans le monde et un moyen d'imposer les privilèges des multinationales, là, on aura avancé, et on aura aussi avancé dans la direction de relancer le mouvement anti-guerre au sein du mouvement syndical. Voilà, je pense que ça, c'est une dimension fondamentale. Merci. Et que c'est un appel, si vous voulez bien, moi en tout cas, j'aimerais conclure par ça, que je vous attends auprès des livres qui sont ici. On a un peu improvisé puisqu'il n'y avait pas de table, me voilà, ou en haut, comme vous, ça vous arrange. Mais on a vraiment besoin de vous pour concrétiser les choses qui ont été dites ce soir, pour écouter les choses que vous faites, pour écouter les choses que vous proposez, et pour voir si vous pouvez nous donner des coups de main. Parce que, voilà, à l'âge que j'ai, avec une fille et des petites filles, je suis extrêmement inquiet de cette montée de la guerre, du militarisme et du mensonge qui va avec. Merci.